self-care, hein? On n'arrête pas de nous en parler. Ça fait partie d'une des mille et une choses qui sont extrêmement faciles à dire, mais pas tant faciles à faire. Parce qu'on n'est pas tous sur le même beat de vie, puis on n'a pas nécessairement toujours le temps de prendre une journée complète, puis de faire juste tout ce qu'on veut, puis de se foutre de tout, puis de juste être assis, puis de veger, puis d'attendre que le temps passe. On n'a pas toujours le temps de faire ça. Alors non, aujourd'hui ne sera pas une véritable self-care day pour moi. C'était un mensonge. Fait que je me suis mis à penser à qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vidéo aujourd'hui. Parce que c'est le seul temps que j'ai pour la tourner. Et je me suis souvenue de cette magnifique phrase qu'on nous répète partout et tout le temps, de prendre du temps pour soi. Ce qu'on appelle, dans notre jargon anglophone un peu trop présent, du self-care. Prendre soin de soi. Prendre le temps de prendre soin de soi. Un mantra particulièrement intense qui peut nous forcer parfois à faire des décisions un petit peu pas pratique, donc de prendre des breaks n'importe quand parce qu'on se dit « Ah, faut que je prenne du temps pour moi » et là, de perdre du temps dans son travail, dans ce qu'on a à faire et là, de débouler puis de tomber puis d'être comme genre « Ah, pourquoi j'ai pris du temps pour moi, là, j'ai plus le temps de rien faire ». Ça fait juste créer de l'angoisse supplémentaire, tu sais, that's nice. Mais il y a des petites choses qui peuvent être faites et qui peuvent être prises en compte quand on décide de prendre un petit peu de temps pour soi. Et ça, c'est de trouver des petits moments dans sa journée qui vont nous faire du bien. Par exemple, aujourd'hui étant ma seule journée de congé, j'ai pris le temps de me réveiller un petit peu plus tard que ce que mon alarme m'a dit que je devrais faire. C'est moi qui le setais de toute façon. Fait que c'est à moi qui décide que bon, je décide de veger un petit 40 minutes de plus dans mon lit de garde, que je me lève à 8h, que je me lève à 8h40, au moins je vais être un petit peu plus reposée. Puis c'était une journée où je pouvais le faire. En me levant comme d'habitude, j'ai pris un petit peu de temps dans mon avant-midi. Comme la majorité de mes journées, je prends un minimum de 30 minutes pour lire le matin parce que ça me détend en buvant mon café, puis ça me prépare pour ma journée qui s'en vient. Et j'ai pris le temps de prendre ma douche, de me reposer, de bien sentir l'eau chaude. Je me suis maquillée. Je fais jamais ça, presque plus en tout cas. Et je me suis mis du linge dans lequel je me sentais belle. Je prends ce petit temps-là pour moi, puis c'est des petits moments dans ma journée qui vont me faire du bien. Et j'espère que vous allez trouver des petits moments dans votre journée aussi qui vont vous permettre de prendre un petit step forward, puis d'être comme genre, bon, je suis prête à passer à ma prochaine étape sur ma liste de choses à faire. Et là, j'en suis à l'étape de tourner ma vidéo. Et en étant sur mon thème de self-care dans ma journée d'aujourd'hui, j'ai pensé à différents livres, différents auteurs, différents genres de livres qui m'ont beaucoup aidé à franchir certaines étapes où j'étais beaucoup plus anxieuse ou des journées où je me sentais un petit peu plus déphasée ou des questionnements que j'ai quand même assez constamment sur différentes sphères de ma vie. Puis ces lectures-là m'ont aidé à débloquer certaines choses ou accepter certaines choses. Alors, je voulais partager aujourd'hui donc 5 livres ou catégories, entre guillemets, de livres qui m'ont aidé à me calmer, de prendre du temps pour moi, de vraiment m'investir dans ma lecture ou alors de m'aider à pousser, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, mes réflexions plus loin, ce qui m'a aidé à un certain moment de me recentrer un petit peu et de, du moins, contenir une certaine partie de mon anxiété. On peut dire ça comme ça. C'est 5 livres complètement différents, alors il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est des trucs qui ont marché pour moi parce que c'était ce qui venait me chercher moi, ce qui m'angoissait moi. Est-ce que ça va régler vos propres angoisses? Peut-être pas. Si on n'a pas les mêmes, ça veut pas toujours régler les problèmes. Mais j'espère que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont vous aider à vous recentrer un petit peu plus puis vous permettre de prendre le temps dans votre amour de la lecture ou votre découverte de la lecture de penser à vous puis de soit vous déconnecter de ce qui vous angoisse ou de vous aider à approcher cette angoisse d'une autre façon, avec un regard plus frais et plus détendu. Alors, je vais commencer avec ma première suggestion. Toi et moi, ça fait 6 d'Amy Lachapelle. Je vous ai déjà parlé d'Amy dans mes différentes vidéos, dans ma première capsule sur 5 livres qui m'ont marqué au secondaire. J'ai aussi parlé d'elle dans ma story que j'ai faite pour le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Et la raison pourquoi je mentionne ce livre-là en particulier, donc Toi et moi, ça fait 6, c'est que ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de rencontrer ce qu'elle croit être l'homme de sa vie et qui a 4 enfants en bas âge. C'est une grosse décision à prendre. Et la raison pourquoi cette lecture-là est venue me chercher particulièrement, c'est parce que c'est un petit peu ça ma vie. Et j'ai l'impression parfois de faire partie de la seule exception des jeunes filles qui ne sont pas en conflit avec leur belle-mère. J'ai une magnifique relation avec la femme de mon père qui est pour moi une mère d'adoption, une mère qui m'a couvée, qui m'a aidée, qui m'a poussée à devenir la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et j'ai un énorme conflit personnel par rapport à ça, par rapport à cet amour-là que j'ai parce que ça vient me rendre en conflit avec
ce que je considère comme étant une mère, le titre de mère, le mot mère, appeler quelqu'un maman, toute ma vie, je me suis posé des questions sur ça, puis c'est venu me monter à la tête. J'ai énormément de difficultés encore aujourd'hui à comprendre cette espèce d'idée-là, et je déteste le fait que le concept de belle-mère, que la belle-mère, la femme du père, a toujours été tellement détruit dans les contes pour enfants, dans les histoires, dans tout ce qu'on pense quand on pense à une belle-mère, c'est jamais positif. Et considérant que ma vision de la belle famille à moi, elle est très personnelle et elle a été et elle est toujours aussi personnelle et magnifique. J'étais vraiment contente de découvrir dans l'écriture d'Amy quelque chose qui se rapprochait de ce que moi, je voyais de les familles reconstituées puis de cet amour-là qu'une belle-mère peut porter pour un enfant qui n'est pas le sien. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire quelque chose, de lire un livre où le point de vue était justement de la belle-mère, donc la femme du père qui arrive dans le milieu des enfants, et de voir son trajet à elle, comment elle a dû s'adapter à cette vie de famille-là, à cette étape-là, à cette ambiance-là. C'est des enfants, tu sais, nous on était trois enfants en bas âge quand mon père a rencontré la femme de sa vie. Alors il y a quelque chose qui est facile pour nous en tant qu'enfants de nous dire « Ah, c'est comme ça, c'est juste arrivé » tout ça, et de ne pas penser à ce qu'elle a pu vivre en entrant dans cette famille-là, puis tout ce qu'elle a dû sacrifier, tout ce qu'elle a dû accepter aussi en tant que femme. Ah, ça me décrisse tellement de penser à tout ça, puis de lire Toi et moi, ça fait 6 quand c'est sorti. J'étais devenue une adulte, j'étais maintenant, entre guillemets, dans une position un peu plus mature où je pouvais prendre le temps de vraiment analyser les choses sous un autre point de vue. Et cette lecture-là m'a vraiment aidé à faire la paix avec beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, beaucoup de questionnements que j'ai. Bref, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, puis je le partage avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me touche, puis c'est quelque chose de real, puis cette lecture-là m'a vraiment aidé. Alors, si vous êtes dans une position comme la mienne, ou que vous cherchez des lectures qui vont dans cette opinion-là, si vous êtes vous-même une belle-mère, puis que vous avez de la misère à passer à travers tout ça, c'est vraiment une lecture qui, selon moi, peut vous aider à prendre un certain temps et de comparer les histoires. Ça m'a fait du bien de lire ça. Puis c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Avec, bien sûr, une petite tranche de vie. Voilà, une grosse, ça c'était une grosse tranche de vie, ça. Well. Restons dans la lignée de mes questionnements sur ma propre identité et je vous partage la petite Russie. Haha! Je suis abitivienne de souche. Je suis née en Abitibi-Témiscamingue. J'ai passé tout mon primaire dans la ville de Rouyn-Noranda, la ville où je suis née, et j'ai déménagé à Val-d'Or au début de mon secondaire, où j'ai fait tout mon secondaire. Ça a été vraiment la chose qui faisait le plus partie de mon identité quand j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe pour mes études collégiales et qui fait encore beaucoup partie de mon identité maintenant que j'habite quand même à Montréal. Je continue de dire que je suis abitivienne, même si je plus techniquement abitivienne. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée aussi au début parce que quand je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, bon, j'ai mon style vestimentaire qui n'est pas cliché de la BTB. Puis bon, il y a des gens qui sont moins confrontés nécessairement aux régions éloignées, tout ça, qui me posaient des questions un petit peu stupides, des gens que j'adore quand même, qui sont devenus mes amis très proches, mais qui posaient vraiment des questions un peu stupides. Genre, t'as-tu acheté tout ton linge quand t'es arrivé à Saint-Hyacinthe ou tu t'habillais comme ça avant? Ah, il y a beaucoup de gens qui passaient des commentaires aussi sur mon accent, donc oui et non. J'ai quand même pas, je dirais pas que j'ai un accent extrêmement prononcé, je pense que j'ai un accent québécois relativement global, mais il est vrai que parfois pour des punchs plus humoristiques, dans des moments où je suis un petit peu plus gorlotte, ou bon, à différents moments quand je me fâche aussi peut-être, il y a mon accent plus prononcé qui sort de moi et qui vient prendre le contrôle de mon dialecte. Ça ne m'empêche pas d'avoir un français international absolument parfait non plus. Mais ça m'a beaucoup complexé, cette identité-là, puis cette fierté-là que j'avais de venir d'une région éloignée, de cette expérience de vie complètement différente que j'avais de mes amis qui venaient de la région de Montréal. Quand j'ai découvert La Petite Russie de Francis Dernay, je l'ai acheté le 12 août, j'achète un livre québécois, à la librairie Le Port de Tête. J'avais fait un post Instagram juste avant la publication de ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Et j'ai découvert à l'intérieur de ces pages-là une histoire de ma région que je ne connaissais pas. Alors, à l'intérieur de cette bande dessinée, qui est publiée chez les éditions Pau, c'est un récit semi-biographique où on suit le grand-père de Francis Dernay, l'auteur de la bande dessinée, qui, lui, a grandi dans le village communautaire de Guyenne, qui est un petit village en Abitibi-Témiscamingue, où ça fonctionnait un petit peu comme une communauté de
collaboration. Je sais pas exactement le terme. Je me souviens plus exactement du terme qui est utilisé, puis j'ai pas le goût de chercher dans le livre pour revenir avec les expressions dans la vidéo au moment où je le parle, fait que je vais l'écrire ici. Mais c'était vraiment une communauté qui était basée sur le collectif, alors on travaille ensemble et ensemble on s'entraide et c'est pour le bien de la communauté. Alors de là le titre La Petite Russie, les gens appelaient ce village-là La Petite Russie. Mais bref, c'est une tranche de l'histoire de ma région natale que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'intérieur de cette bande dessinée-là, puis ça m'a fait du bien de découvrir ça. Parce que j'ai beau défendre le fait que je suis haïtienne, que je viens d'une région, puis que j'ai une autre vision de ce que c'est le Québec, de ce que c'est grandir dans une région éloignée, je défends quelque chose qui n'est pas nécessairement connu de moi-même. Je défends juste le fait que j'ai grandi ailleurs, puis que j'ai vécu quelque chose de différent, mais je ne connais absolument rien de l'histoire de cette place-là, de cette région-là. Je sais que j'ai vécu des expériences différentes, mais je sais pas d'où ça est parti, de comment tout ça s'est créé, comment on s'est ramassé là-bas. Je sais pas. Et de me reconnecter avec cette tranche-là de ma vie, de refaire un petit peu la paix avec mes souches, on va dire ça comme ça. À l'intérieur de cette bande dessinée-là, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien, puis qui m'a rappelé que, bon, je peux venir de quelque part de lointain, puis j'ai toujours des nouvelles choses à apprendre sur cette région-là. Puis c'est un amour profond que je vais avoir pour toujours avec cet endroit-là, même si je n'ai pas l'intention nécessairement de retourner y habiter. Maintenant, dans un tout autre registre, on va aller dans quelque chose qui me permet de me déconnecter. Donc, de vraiment me distancer de tous mes problèmes de vie, genre de vivre dans le déni, et de passer complètement à genre, wow! Un univers qui m'a flabbergasté, puis qui m'a tenu collé sur le livre pendant des heures et des heures, en oubliant tous les de petites affaires qui pouvaient me faire chier dans ma vie. Tout récemment, j'ai commencé Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Donc ça ici, c'est la version anglaise que j'ai trouvée dans une librairie usagée. La version française est sous le titre de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a d'ailleurs eu une adaptation cinématographique récemment sur ce premier roman de cette série-là. Ce qui m'a vraiment fascinée par rapport à ce livre-là et cette série de livres-là, dont j'ai acheté les prochains tomes mais que je n'ai pas encore complété, c'est qu'à l'intérieur de ce livre-là, il y a des photographies qui sont vraiment des vraies photos qui sont prises chez des collectionneurs. Alors, ces photos-là ont été incorporées à l'intérieur de l'histoire, qui sont des véritables photos, je le répète encore, qui viennent soutenir le récit. Alors, toute l'évolution du récit est ponctuée de ces images-là et de ces photos-là qui ont toutes quelque chose de très particulier. Alors, à l'intérieur de ce premier roman-là, on suit l'histoire de Jacob qui a vu le décès de son grand-père qui a été attaqué par un monstre et il a de la misère à process ça parce que tout le monde lui dit qu'il est fou parce qu'il est le seul à l'avoir vu. Alors, ses parents, son psy, essayent de l'aider à retrouver une vie normale alors que lui, il vit avec l'angoisse de ne rien connaître sur son grand-père et la vie de son grand-père et de vivre avec les derniers mots qu'il lui a dit. Et il se souvient des vieilles histoires que son grand-père lui racontait quand il était petit sur une petite maison dans laquelle il a vécu alors qu'il était très jeune et des enfants qui faisaient partie de cette maison-là qui avaient tous des talents particuliers. Alors des enfants invisibles, des enfants qui sont capables de créer des boules de feu, des enfants qui volent dans les airs et des photos pour prouver que ces enfants-là ont existé. C'est vraiment un univers absolument magique. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'espère ne pas être déçue parce que là, je le conseille puis c'est comme genre j'ai juste lu le premier puis j'ai pas lu le reste. Fait que j'ai bien hâte de voir si ça va bien se passer. Mais j'espère. Comme c'est un univers qui est fantastique mais quand même incrusté dans du réel, c'est ce qu'on appelle un petit peu du urban fantasy. On sent l'espèce de rêve qu'on vit dans un monde qui est non seulement qui est un petit peu mort, un petit peu plate, mais qui pourrait avoir tellement de belles choses cachées, de magiques, d'enchanté, tout ça, ça vient vraiment faire du bien à mon petit cœur de madame qui a de la misère à gérer sa vie d'adulte. Et j'ai vraiment déconnecté pendant cette lecture-là. Je me suis incrustée dans l'histoire de Jacob, puis je voulais tellement savoir ce qui allait lui arriver, puis comment elle allait passer toutes ces... Ah! J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis pendant un certain temps d'oublier tout ce qui se passait dans ma tête puis de me concentrer sur quelque chose qui me faisait du bien. Alors j'espère que ce genre de lecture peut vous intéresser vous aussi. Ensuite, je sais pas si c'est humainement possible de tout le faire, mais bref, je vais essayer mon possible. Je vous conseille absolument tout ce qu'a écrit Dany Laferrière. Pourquoi? Quand j'ai lu Dany Laferrière pour la première fois, j'avais déjà quelques livres que j'avais trouvés dans différentes librairies usagées dans ma bibliothèque. Je savais que c'était un must d'auteur québécois à lire. Et je suis tombée en amour avec son écriture, avec ce qu'il me racontait, avec ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres-là qui sont tellement réconfortants. Et pourtant, ce n'est pas des histoires qui sont nécessairement réconfortantes. Si vous connaissez un petit peu la biographie de Dany Laferrière, qui nous raconte justement dans ses livres qu'ils appellent ses autobiographies américaines,
Il a vécu la dictature en Haïti, c'est ce qui l'a obligé à partir en exil et venir s'installer au Québec. Et ce n'est pas une tranche de vie qui est joyeuse, c'est quelque chose de quand même assez difficile. Mais de la manière qu'il nous raconte ça, qu'il nous raconte sa vie, qu'il nous raconte ses différents petits moments dans le temps, des choses qui l'ont marqué, qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait réflexionner sur tellement de sujets, son rapport à l'autrui, son rapport à l'exil au Québec comme à ses racines en Haïti, c'est je lis ça puis à chaque fois je plonge dans un monde de douceur, de calme, puis ça me fait vraiment du bien. Je peux pas vous garantir que ça va vous faire la même chose si vous lisez les écrits de Danielle Laferrière, mais moi c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher profondément. Et ça m'amène dans un univers de douceur, dans une paix intérieure que je ne comprends pas, mais qui me fait trop de bien pour l'ignorer. Quand j'ai besoin de me recentrer sur certaines affaires, que j'ai besoin d'en apprendre un petit peu plus sur le monde, sur l'univers, sur la vision que des gens peuvent avoir de notre région, de leur vie, de leur évolution à travers le temps. Puis je lis du Danielle Laferrière, puis ça me fait toujours du bien. Dernier conseil de petit self-care, des choses qui me font du bien, des livres qui me font du bien à relire, ce sont mes vieux albums, mes vieux livres que j'aimais beaucoup lire quand j'étais plus jeune. De dire que je retourne dans des livres qui sont plus de mon enfance, qui datent de vraiment, tu sais, pas de ma jeunesse, parce que justement, je suis encore jeune. Alors, c'est vraiment des livres que j'ai lus quand j'étais au primaire, au début de mon secondaire, tu sais, entre 10 et 14 ans, mettons. J'aime relire ces trucs-là parce que ça me fait du bien. Puis c'est pas des lectures, tu sais, à l'époque, on peut dire que j'étais quand même justement jeune dans mon univers de lectrice. Alors non, je n'allais pas dans des lectures qui étaient un petit peu plus grand public ou des trucs plus philosophiques, plus intérieurs au niveau de la lecture. Je restais dans ce qui était un petit peu plus justement de mon groupe d'âge. Alors j'ai lu à l'époque la série des bandes dessinées Les Bones, que j'avais vraiment trippé, que j'avais découvert à la bibliothèque de mon école secondaire au Transit. Et relire par exemple, Les Bones, ça vient vraiment me repousser me ramener dans peut-être une époque où j'avais moins conscience de certaines choses de la vie. Mais ce livre-là, de la façon dont cette histoire m'est racontée, me ramène à comment je l'ai senti la première fois que je l'ai lu. Fait que ça me permet de déconnecter d'une certaine façon de cette espèce d'univers d'adulte mature que je suis obligée de vivre maintenant. Puis de me déconnecter pendant une couple d'heures, puis d'essayer de me rappeler que ben ça a pas toujours été comme ça, puis que je suis encore capable de rêver, puis de voir des images, puis de profiter de cet élément-là, de cette vie-là, de cette histoire qu'elle a à me raconter. Parce que c'est ce que je faisais quand je l'ai lu la première fois, ou les premières fois. Et dans la même lignée, les Geronimo Stilton. Oh mon Dieu! Je me rappelle quand j'allais dans les salons du livre et qu'on voyait la mascotte de Geronimo Stilton et que je voulais avoir une dédicace de Geronimo Stilton. Alors que, bon, faut se le dire, Geronimo Stilton n'est pas une vraie personne, en tout cas pas le rat qui le représente et la mascotte n'était pas vraiment Geronimo Stilton. Bref, mais ça a créé un univers de magie. Une grosse magie. Puis en plus, ces livres-là, c'est dans les premiers qui ont sorti où il y avait des odeurs à l'intérieur, donc tu te grattais. Tu pouvais sentir les pieds de l'ogre qui étaient dégueulasses ou l'amande vraie fraîche que tu cueillais. C'était vraiment de la fantaisie, de la magie et à l'âge où je l'ai découvert, c'était tellement puissant puis j'étais concentrée sur cette magie-là. Alors de le relire aujourd'hui avec mon regard d'adulte, avec cette espèce de nostalgie de l'enfance-là, ça vient vraiment me faire du bien, puis de juste me rappeler que c'est important des fois de juste prendre le temps de lire les choses comme elles sont, de prendre le temps d'apprécier l'image, d'apprécier l'histoire, d'apprécier la magie qui se sort de là. Puis ça me fait du bien d'être nostalgique des fois, puis de redécouvrir des œuvres que j'ai découvertes quand j'étais petite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment 5 suggestions qui me sont très personnelles, alors je peux comprendre que c'est pas quelque chose qui est at large, qui est quelque chose qui pourrait faire du bien à tout le monde. Mais j'espère quand même que vous prendrez le temps de vous poser la question sur qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous prenez un livre dans vos mains, de quoi vous avez besoin au moment où vous vous dites j'ai le temps, qu'est-ce que j'ai le goût de lire. Et ne soyez jamais embarrassés par rapport au genre de lecture que vous avez envie de lire, que ce soit de la littérature jeunesse, que ce soit des vieux albums de quand vous étiez petit, que ce soit des bandes dessinées, des grosses briques intenses d'auteurs naturalistes, peu importe ce qui vous fait du bien. Prenez le temps de prendre le temps de le lire. La semaine prochaine sera ma dernière vidéo pour l'année scolaire 2021. Je vais prendre un petit temps pendant l'été pour revisiter l'écriture de certaines capsules. Dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à écrire mes capsules à temps pour que ce soit vérifié par Guillaume. Fait que
Je veux vraiment prendre le temps pendant l'été de vraiment écrire, de rechercher tout, de pousser au maximum et de me faire conseiller par Guillaume et plusieurs autres professeurs qui peuvent m'aider à vraiment créer du bon contenu puis du contenu pertinent pour vos analyses littéraires. Je vais également profiter de l'été pour aller faire des tours de librairie, pour vous amener avec moi faire le tour de ces librairies-là, de vous faire découvrir encore plein de beaux auteurs et toutes sortes de petites perles de notre littérature. Je serai moins active pendant l'été, mais je serai toujours là si vous voulez me contacter sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, pour m'envoyer vos suggestions de lecture, pour me proposer différentes capsules d'analyse. N'hésitez jamais. Si vous êtes professeur et vous avez envie qu'on collabore, s'il vous plaît aussi, envoyez-moi des messages. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez du temps pour vous et on se dit à la semaine prochaine.